J'exagère évidemment quand je dis ça, mais il y a moyen qu'on ait le film du siècle. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo de la semaine. Aujourd'hui, beaucoup d'actualités, on va parler de plein de choses différentes. Comme d'habitude, l'objectif c'est de débattre de ces actualités, donc je vais vous donner mon avis sur ces actus et je compte sur vous pour avoir votre avis dans les commentaires. Mais je vous mets tout de même dans la description et le commentaire épinglé la liste des actualités. Avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est aussi un service que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description le commentaire épinglé des sites internet pour savoir où se trouve le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays, que ce soit au Canada, États-Unis, Belgique, Suisse, Royaume-Uni, Italie. Les pays ont souvent la VE-STFR et même la VF pour ceux que ça intéresse. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà Emilia Pérez par exemple, mais même Venom 3 qui arrive. Sur Disney+, il y en a beaucoup comme Deadpool et Wolverine, Vice Versa 2, Alien Romulus et même Real Pain, mais attendez quand même la sortie française en salle de préférence. Sur Paramount, qu'il faut utiliser depuis l'application Paramount, mais si vous l'avez via Canal, ça fonctionne évidemment aisément, il suffit juste de vous connecter avec votre compte Canal sur Paramount. Vous avez Gladiator 2 par exemple déjà, et même Sonic 2 qui arrive. Sur Max, et même chose, connectez-vous à Max via votre abonnement Canal. Vous en avez plein, vous avez Joker 2, vous avez Trap, vous avez Juré numéro 2, Flow, L'amour au présent, et même A Different Man qui a toujours pas de sortie française d'ailleurs. Vous le savez, mais YouTube Premium c'est génial, vous connaissez les avantages, et bien avec un VPN, c'est moins cher. Pour vous faciliter les choses, vous prenez un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie, la Bulgarie, où c'est moins cher, et vous connectez, ça marche encore, il y a plein de tutos en ligne qui vous apprennent comment le faire. Et d'ailleurs, ça marche sur plein d'abonnements, comme Letterboxd, Patron, qui serait moins cher. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit la Wi-Fi de l'université, de l'aéroport, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés, et c'est super simple d'utilisation. En quelques clics, c'est fait, vraiment tout le monde peut le faire. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours, et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le commentaire épinglé, afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Première actualité, c'est le film Dragon qui sort dans quelques mois et apparemment le réalisateur qui avait dit il y a quelques mois lors de l'annonce du teaser que le film était différent. Ce sera pas juste une copie de l'animation, ils vont prendre plein de libertés. Avec les nombreuses bandes annonces qu'il y a eu ces derniers mois, les nombreux teasers et tout, on voit bien que c'est un mensonge. Et en plus de ça, là récemment le réal a dit quoi? Il a dit qu'ils ont gardé le même scénario. Ils ont fait quasiment aucun changement. On va se taper le même film en live action. Et si on critique Disney pour ça, il faut critiquer aussi DreamWorks pour ça. Ça va cartonner. Et je suis désolé, la dernière bande annonce, horrible. Je pense que le film peut être ok, je veux dire ça sera le même film, mais pourquoi c'est laid? Pourquoi c'est gris? Pourquoi la photo est dégueu comme ça? Non mais vraie question, pourquoi c'est moche à ce point? Ça m'énerve, ces films qui sont moches à chaque fois, alors que l'animation était colorée, belle et tout. Bordel, pourquoi ils font ça à chaque fois? Non mais vraiment, on verra quand le film sortira en salle, mais c'est saoulant. Blanche Gardin est boycottée à cause de son soutien à la Palestine, c'est ce qu'elle a dit dans une interview. Apparemment, il y a plein de gens dans le milieu du cinéma qui la mettent de côté et qui ne veulent même pas travailler avec elle, des acteurs et des choses comme ça, des producteurs, à cause de son soutien de ce qui se passe en Palestine contre le génocide, c'est ce qu'elle a dit. Et en fait, je compatis. Honnêtement, tu ne devrais pas être cancel pour vouloir la fin de la mort de personne. Ça n'a aucun sens, on est d'accord sur ça. Je la soutiens et je pense qu'elle devrait pas être boycottée pour ça, mais d'un autre côté, et je suis désolé de le dire, je suis d'accord avec elle sur ce point-là, mais elle a quand même soutenu des gens, même si c'est pas en lien avec la Palestine ou le génocide, qui sont problématiques. Genre, je crois qu'elle a soutenu Bastien Vives à l'époque, et surtout son copain, à l'époque, je crois, ils sont plus ensemble, il me semble, était Louis C.K. Et si je dis pas de bêtises, ils se sont rencontrés parce que Louis C.K. était parti des États-Unis pour s'exiler un petit peu, parce qu'il était dans des affaires d'agression sexuelle. Alors, encore une fois, je sais pas si c'est techniquement le terme agression sexuelle, mais il a avoué, il a prouvé que ce qu'il a fait était vrai. En gros, pour ceux qui se rappellent, Louis C.K. c'était un mec qui a décidé de demander à ses employés, femmes, s'ils pouvaient se masturber devant elle. Il les touchait pas, il faisait rien, mais juste son délire à lui, son kink, son fantasme, c'est de se branler pendant que des femmes le regardent se branler. Évidemment, quand c'est tes employés, figure d'autorité sur elle et tout, c'est dur de dire non, t'as peur des circonstances et tout, vous connaissez, mais du coup, c'est problématique comme comportement. Ça m'énerve un petit peu parce que c'est une noble cause de soutenir la Palestine, mais de l'autre côté, quand tu sors avec des harceleurs sexuels, c'est dommage. Donc je la soutiens d'un certain point de vue, mais d'un autre point de vue, elle m'énerve et je trouve ça un peu hypocrite, même si c'est pas les mêmes causes. Et si on parle de choses qui m'agacent, c'est l'acteur que j'adore, Brian Cox, qui a récemment dit qu'il défend un peu Kevin Spacey. En gros, il a jamais trouvé Kevin Spacey problématique, d'expérience personnelle. Donc ça, à la limite, pourquoi pas, tu peux dire ça. Si toi, d'expérience personnelle, tu n'as jamais trouvé de problème avec quelqu'un, ok, y a pas de souci. Mais il a dit, pourquoi t'essaies de cancel les gens? Brian. Combien de procès au cul doit se prendre Kevin Spacey? Combien d'accusations, de vraies choses, de vrais témoins, de procès il doit se prendre au cul pour que vous compreniez qu'il est problématique? Je trouve ça légitime de cancel des violeurs. Excusez-moi de le dire. Excusez-moi de trouver ça choquant. La majorité des cas de viol ne sont jamais victorieux pour la victime. Et surtout, il y en a un qui était juste trop vieux. Les crimes qu'il avait commis étaient trop anciens. Et c'était sur un enfant. J'avais déjà fait des vidéos et tout sur Kevin Spacey, j'ai pas envie d'en parler lui, mais Brian, s'il te plaît, arrête. Maya Hawke a récemment dit que parfois, elle a failli perdre des rôles car elle n'avait pas
pas assez de followers Instagram et beaucoup de rôles sont refusés à des stars qui n'ont pas assez de followers. C'est toujours triste parce qu'en vrai, il y a des gens qui ont du talent mais qui n'ont pas assez de followers. Après, j'ai envie de vous dire, ça a toujours marché comme ça. Tu as envie de prendre des gens qui te ramènent des audiences et les followers Instagram est une sorte de donnée pour de l'audience. À l'époque, tu avais d'autres choses, le nombre d'impressions dans les journaux, la popularité à la télé, des choses comme ça, bien sûr. Mais là, tu as des données plus réelles, entre guillemets, des followers, des choses comme ça. Mais c'est problématique pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est un nombre arbitraire. Dans des interviews, ils disent que 1 million, c'est pas mal. Mais comment tu décides de ça? Et ensuite, comment tu peux propulser des carrières de quelqu'un si tu donnes jamais des chances à quelqu'un qui a pas beaucoup de followers Instagram? Ensuite, ça fait que tu vas embaucher des influenceurs souvent plus que des acteurs, et on le voit beaucoup même en France. Et même si on met de côté le point de vue artistique de la chose, ça marche pas. Exemple, Chris Hemsworth et Anya Taylor-Joy quand ils ont fait Furiosa, ils ont combien de millions, de dizaines de millions de followers Instagram réunis? Ça n'a pas sauvé Furiosa. Et le pire, c'est qu'il y a plein d'exemples de ça. D'ailleurs, dans plein d'articles, ils disaient qu'il y a plein d'acteurs qui se sont refusés des rôles à cause de ça, mais qu'en réalité, les données Instagram et les données sur tous les comptes réunis ne bénéficiaient pas vraiment de plus d'audience pour les films. Donc c'est ridicule. C'est vraiment cynique. Alors ça s'est toujours fait. Maintenant, il y a de nouvelles méthodes, mais disons les choses, c'est un peu déprimant. Les gens qui doivent être déprimés aussi, c'est chez Canal. Canal, ils ont refusé. Bref, j'en ai fait ma critique évidemment pour ceux qui l'ont vu, mais grosso modo, c'est Cannes, quand j'en dis, qui a récemment précisé qu'au fait, il allait voir Canal. Il a dit j'ai envie de faire une série et tout. Canal ont refusé. Je sais pas ce qui se passe chez Canal en ce moment. Enfin, je sais ce qui se passe. On sait tout ce qui se passe chez Canal en ce moment. Bref 2, ça cartonne. Disney+, ils ont fait un coup de génie à prendre Bref, à l'avoir tourné en secret, des choses comme ça. En termes de coûts de com, d'audience, d'abonnement, ça a dû cartonner. J'ai vu plein de gens sur les réseaux dire qu'ils sont abonnés à Disney+ juste pour Bref. Donc Canal doit vraiment se mordre les doigts et j'espère que ça leur apprendra de rater des opportunités comme ça. Après, on n'a pas plus de détails. Qui sait, Cannes, peut-être il avait des idées trop budgétaires qui n'allaient pas marcher. Mais bon, il a fait Bref saison 1, il était prêt à, je pense, refaire des choses avec moins de budget. Mais Disney, ils ont donné le pactole, il a fait sa série. Mais je pense sincèrement qu'il regrette un petit peu tout de même. Rapidement, il y a 2 affiches qui sont sorties d'Until Dawn et j'ai juste envie de dire un truc. S'il n'y avait pas marqué Until Dawn sur l'affiche, je n'aurais jamais reconnu le jeu vidéo. Pourquoi l'idée du temps? Le temps n'a jamais été un truc dans Until Dawn dans le jeu. Tu vois, il y a les délires avec tu dois rapidement faire des QTE, mais c'est pas lié au temps en tant que thématique de l'œuvre. Là, le temps serait une thématique de l'œuvre. Vous savez, c'est une sorte de film qui reset tous les jours et ils doivent survivre une nouvelle nuit. Moi, le film m'intéresse, je l'ai dit. Je trouve que visuellement, il a l'air pas mal, le concept peut être cool, mais juste d'un point de vue de l'adaptation, encore une fois, Until Dawn, réellement, vous voyez ces 2 images, vous vous dites Until Dawn? Non. Encore une fois, je pense que ça va être sympa, je pense que ça peut être cool, je dis pas, mais juste en tant qu'adaptation, je comprends les joueurs qui sont déçus. Si on parle d'un truc assez rigolo, c'est que The Monkey, le film dont j'ai fait ma critique aussi cette semaine, qui sort cette semaine en France, va être diffusé dans plein d'églises. Je trouve ça stylé. Une œuvre qui parle de choses sataniques diffusée dans une église. Moi, je trouve ça mortel. Les églises, c'est de très beaux endroits. Et on devrait utiliser plein d'endroits comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui vont crier au blasphème. Encore une fois, le blasphème, c'est autorisé. Et je trouve qu'il n'y a rien de mal, personnellement, à blasphémer. On devrait critiquer toutes les idées, toutes les institutions. Pour moi, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut critiquer. Et c'est stylé. Soyons honnêtes. Les églises sont magnifiques. Regardez des films dedans, c'est mortel. Et sûrement que la majorité des églises qui auront ces salles de diffusion, parce que c'est au States, seront des églises désacralisées de base. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et ensuite, un truc qui est drôle, c'est qu'à la base, dans le livre, comme j'en ai parlé dans ma critique, c'est un singe qui a des cymbales. Mais il ne pouvait pas utiliser les cymbales dans le film parce qu'en fait, c'est Disney qui ont copyrighté le personnage pour Toy Story 3. Et c'est assez rigolo de dire que tu peux copyrighter un singe, un jouet, avec des cymbales, mais visiblement c'est le cas. Je suis pas spécialiste, mais j'ai trouvé ça assez intéressant. La suite de Godzilla Minus One est en bonne préparation, le scénario plus le storyboarding est en train d'être fait avec la même équipe que précédemment, et cette fois-ci le budget sera plus élevé. Vu le miracle qu'ils ont fait avec le budget de l'époque, les 10-15 millions, on peut faire plus confiance, mais je m'attends pas à avoir une suite avant 27, voire même 28. Parlons un peu des cérémonies de récompense qui ont eu lieu récemment. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si une vidéo spécifique sur ce sujet-là vous intéresse, parce qu'en gros, les cérémonies de récompense, c'est en ce moment, il y a eu les BAFTA par exemple au Royaume-Uni, on va en parler dans quelques secondes, mais pour ceux qui comprennent pas toutes ces cérémonies, comment ça fonctionne, je peux vous faire une vidéo si ça vous intéresse, comme ça je pourrais la sortir peut-être la semaine prochaine, dites-moi ce que vous en pensez. Mais du coup les BAFTA, la cérémonie, en gros les Oscars britanniques, ont eu lieu. On va parler un peu de quelques récompenses, pas toutes, je vous mets un lien dans la description pour avoir accès à tout le palmarès. D'ailleurs j'aurais bien aimé voir ça en live, mais j'étais pas dispo, on en parlera bientôt en vidéo de pourquoi j'étais pas dispo ce jour-là. Si vous me suivez sur les réseaux, vous savez. Je me permets de prendre mon téléphone pour cette catégorie. En gros, meilleurs effets spéciaux, c'était Dune 2, pas de surprise, soyons d'accord. Meilleur son, Dune 2, meilleur maquillage de substance, meilleur production design, les décors et des choses comme ça, c'est Wicked. C'est pas ce que je trouve le plus fascinant, il y avait d'autres qui étaient plus intéressants en termes de compétition, mais c'était Wicked. Editing, c'est Conclave qui a gagné, et je trouve ça bien pour le coup. Costume design, c'est encore une fois Wicked. Bon, les costumes, pourquoi pas la limite. Cinématographie, c'est Brutalist qui a gagné, et je pense que c'est un des plus beaux films de l'année, même si la compétition était rude. Je veux dire, Conclave, Dune partie 2, Nosferatu. Il y avait de belles œuvres dans cette catégorie. En termes de casting, c'est Anora qui a gagné meilleur casting face à Conclave, ce qui est assez étonnant, et je suis content parce qu'Anora, c'est mortel. Meilleure musique, c'est Brutalist qui a gagné, et là aussi, je suis content parce que Brutalist, c'est très bon. La musique est incroyable. Meilleur espoir, c'est David Johnson qui a gagné, et j'adore David Johnson de tout ce que j'ai vu avec lui ces dernières années. Il est vraiment très bon, et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire par la suite. Meilleur scénario adapté, c'est Conclave qui a gagné. Meilleur scénario original, c'est Real Pain qui a gagné, ce qui est assez cool pour le coup. Meilleur film pour enfants et famille, c'est Wallace et Gromit qui a gagné. Ok, c'est une catégorie assez spéciale, et c'est cool qu'il fasse la différence entre animation et film pour enfants et famille, mais du coup, il a aussi gagné la catégorie animation. J'ai pas vu ces films, je suis désolé, je suis à la ramasse sur cette saga. Meilleur film en langue étrangère, c'est Emilia Pérez qui a gagné. Vous savez ce que j'en pense,
France, mais bon, bref. Meilleur film par un nouveau réalisateur britannique, c'est Nick Cap qui a gagné. Meilleur réalisateur, c'est Brady Corbett qui a gagné pour The Brutalist, mérité. Meilleur acteur dans un rôle secondaire, c'est Kieran Culkin qui a gagné pour A Real Pain. J'ai hâte de voir le film la semaine prochaine. Meilleure actrice dans un rôle secondaire, c'est Zoe Saldana qui a gagné pour Emilia Perez. Meilleur acteur principal, c'est Adrian Brody pour Brutalist, mérité aussi. Meilleure actrice, mérité aussi, c'est Mikey Madison. Ça commence très bien pour Anora, pour le coup, plein de récompenses. Meilleur film britannique, c'est Conclave qui a gagné. Et meilleur film, c'est Conclave qui a gagné aussi. Je trouve que c'est mérité, Conclave, c'est excellent. Et pourquoi je parle des récompenses? Parce que Anora, aux États-Unis, est en train de dominer. Anora a gagné la Productors Guild Award, la Directors Guild Award et la Writings Guild Award. Encore une fois, si vous voulez une vidéo sur ces cérémonies-là, je vous ferai pour la semaine prochaine, avant les Oscars. Mais grosso modo, Anora a gagné meilleur film dans toutes ces catégories. Et la dernière fois qu'un film a perdu l'Oscar du meilleur film, alors qu'il avait gagné toute cette cérémonie de récompense avant, c'était il y a 20 ans avec Brokeback Mountain. Donc on verra ce qui va se passer, mais Anora devient le favori, en tout cas pour la catégorie meilleur film. Encore une fois, si ça vous intéresse, je vous expliquerai tout ça la semaine prochaine. Beaucoup d'actualités concernant le film actuellement en tournage qui s'appelle L'Odyssée d'un certain Christopher Nolan. Premièrement, il y a une grosse rumeur, disons que le fameux Cyclope, Polyphème, sera donc une marionnette de plusieurs mètres de haut et de large, et peut-être le tournage se fera en Grèce. À vérifier, mais c'est pas sûr. C'est une rumeur pour l'instant. Mais je vais me concentrer sur ce qui est vrai, mais je vous dis quand même, voilà, au cas où. Il y a aussi potentiellement un tournage en Turquie. Il y a des fans de Nolan qui ont contacté un maire en Turquie pour leur demander si Nolan va bien arriver, et le maire n'a pas nié. Donc apparemment, il y a peut-être des choses qui se font en Turquie aussi, parce que pour rappel, le film se tourne au Royaume-Uni, en Italie et au Maroc officiellement pour l'instant. Au Maroc, il y a des photos de tournage avec un certain élément très précis de l'Iliade et non pas que de l'Odyssée. J'ai pas envie de vous le spoiler, j'aime pas partager les photos de tournage, mais pour ceux que ça intéresse, vous tapez photos de tournage Maroc, l'Odyssée, et vous allez voir de quel élément précis je parle. Et cet élément-là me donne un petit peu envie. Ils sont en train de faire au Maroc une ville qui existait à l'époque. La ville en question a un élément très précis autour. Bref, je vous laisse regarder. J'ai pas envie de partager des photos, ça pourrait spoiler des gens, j'imagine, même si c'est l'Odyssée, des choses comme ça. Deux nouvelles personnes ont rejoint le casting avec Corey Hawkins, qui est un très bon acteur que j'aime beaucoup, et Mia Goth, qui est fabuleuse. Donc je suis très content pour ces deux acteurs. Mais la grosse annonce, c'est évidemment Matt Damon, qui jouera officiellement avec la première photo officielle Ulysse. Et il y a plein de gens qui sont hyper contents, moi y compris, parce que je pense que Nolan, qui fait le film le plus cher de sa carrière pour l'instant, à travers plusieurs pays dans lesquels il va tourner, pour parler d'un poème épique qui est l'œuvre peut-être la plus connue hors récit religieux, ça me hype à mort. Parce que Nolan, lorsqu'il adapte des choses comme ça d'ampleur incroyable, j'y crois. Matt Damon en Ulysse, j'y crois à mort. Je pense que c'est un choix de casting absolument parfait pour le coup. Je pense qu'il va gérer de A à Z. Le tournage est en cours, on va se régaler et ça sera potentiellement l'un des plus grands films de cette décennie si il ne rate pas le film. Et je pense honnêtement qu'on peut lui faire confiance, que ça sera pas raté, ça va être impressionnant, j'y crois, tout le monde devrait y croire pour le coup, même si j'ai un peu critiqué Nolan sur plein de films, là j'y crois à fond. Je pense que là ça va être fabuleux. J'ai hâte de voir plus d'images, la bande-annonce, ça sort dans 1 an et demi. C'est déjà le film, je pense, que j'attends le plus de ma vie. Honnêtement, rien à dire, la hype est là, il y a des gens qui ont gueulé sur la réalité historique. Vous savez, le fait qu'il n'ait pas le bon casque et les bons vêtements, je m'en branle. Je veux qu'il porte ce casque. Pourquoi? Parce que c'est stylé. Ça s'arrête là. C'est pas réaliste, on s'en fout, c'est de la fiction de toute façon, hein, et c'est incroyablement stylé. Donc je m'en fous. Nolan, fais-toi kiffer, fais-nous kiffer. On parlera des infos au fur et à mesure sans trop en révéler, sans trop spoiler comme d'hab, mais je pense qu'il va gérer. Un point box-office avec le film, vous savez, chinois Neza 2 qui apparemment va probablement dépasser les 2 milliards au box-office international, mais il est sorti qu'en Chine. Donc il va dépasser les 2 milliards qu'en Chine, rendez-vous compte de ça. S'il dépasse les 2 milliards en Chine, ça va devenir le succès d'animation qui a gagné le plus d'argent de l'histoire du cinéma. Ce serait intéressant d'ailleurs que l'hégémonie de Disney s'arrête avec un film chinois. Pour l'Amérique, ça serait assez dur, mais j'ai hâte de voir le film un jour s'il sort en France. À tous les coups, il sortira dans 1 an et demi chez nous, comme d'hab. Après, il y a plein de films qui sont sortis récemment, comme évidemment Bridget Jones 2 qui a déjà fait 32 millions, mais c'est intéressant parce qu'il a coûté 50 millions le film, mais 32 millions dans le monde entier sauf les States. Parce que dans les States, il est sorti sur Peacock, et du coup, ils ont dû se faire de l'argent en vendant les droits à Peacock. Donc je pense déjà le film est un succès. À voir, à confirmer. Un parfait inconnu qui a coûté 70 millions a déjà dépassé les 100 millions dans le monde. C'est pas un succès en soi pour le box-office, mais c'est pas le genre de film qui font non plus que pour le box-office. Et vu l'approche un peu du biopic, c'est peut-être pas un grand succès encore une fois, mais je pense qu'il visait plus les récompenses qu'autre chose. Et Captain America Brave New World qui est sorti récemment a dépassé les 200 millions, mais vu le budget de 190, d'après les spécialistes, il faudrait à peu près 425 millions minimum pour rentabiliser le budget. Est-ce qu'il va les atteindre? C'est tout à fait possible. On verra bien. Et The Brutalist est un vrai succès avec 30 millions au box-office international pour un budget de 10 millions. Donc ça fait plaisir et on verra comment ça se passe avec les Oscars. Et vous savez, s'il gagne des Oscars, le box-office va encore le booster. Alors encore une fois, il est déjà sorti sur les plateformes en VOD, mais il y a moyen qu'il soit encore en salle et qu'il soit boosté. Quelques news Amazon Prime Video, eh bien Blue Mountain State sera bel et bien
bien de retour pour une saison 4, c'est confirmé et elle devrait normalement sortir bientôt. Bientôt parce que le tournage se fera assez vite je pense, mais peut-être ça sortira cette année ou début d'année prochaine. La bande-annonce de G20 est sortie, je pensais que c'était un film un peu thriller politique mais pas du tout, c'est un film d'action un peu à la con où genre la présidente des États-Unis est une ancienne militaire qui doit faire face à un méchant qui est interprété par Anthony Starr. Ça a l'air d'être un téléfilm où les acteurs ont pris plein d'argent plus qu'autre chose. Ça m'intéresse pas vraiment, mais pourquoi pas, pour voir Anthony Starr en méchant, ça peut le faire. Glover et Merskin seront de retour dans Monsieur et Madame Smith. Alors on n'a pas encore le casting féminin de la saison 2, mais c'est cool parce que du coup ils vont faire un peu comme la saison 1. Vous savez, c'était le personnage principal de la 1 et ils ont rencontré d'autres agents Monsieur et Madame Smith dans la saison 1. Du coup, ça va être eux les agents cette fois-ci avec d'autres personnages principaux. Encore une fois, Monsieur et Madame Smith, c'était vachement bien. Je vous la conseille. Le Seigneur des Anneaux a été officiellement confirmé pour une 3e saison. Ils ont mis du temps, hein. Ça fait quand même 6 mois que la saison 2 est sortie parce qu'en fait les audiences sont pas si bonnes que ça. Et je pense qu'ils hésitent parce qu'à la base ils devaient faire 5 saisons, mais là ils tentent un truc. On va faire une ellipse, on va changer d'époque et on va parler de la création de l'anneau unique. Encore une fois, honnêtement, vu les audiences et vu à quel point ça rapporte pas d'abonnement, je pense que la 3 risque d'être la dernière saison. On verra bien. Et actualité assez folle, c'est Taylor Lautner qui va jouer un chasseur de loups-garous. Alors c'est pas une blague, une série qui va sortir avec lui sera lui après le tournage de Twilight, qui a un peu disparu dans l'obscurité des célébrités, comme dans la vraie vie. Mais il y a une raison dans la série. La raison est que c'est devenu un chasseur de loups-garous et c'est lui qui doit chasser des loups-garous. Ça peut être nul à chier, comme ça peut être brillant. On verra bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Chez Disney, il y a quelques actualités tournage avec Doomsday qui va commencer son tournage là en mars pour une sortie du coup en mai l'année prochaine. Et par contre, Avengers Secret Wars, tournage à l'été pour une sortie à l'été. Donc ils vont tourner pendant quelques mois et en même temps devoir finir les effets spéciaux pour l'année d'après. Ça fait un petit peu peur. Je pense qu'on va être face à l'une des œuvres les plus laides du MCU. Et encore une fois, j'ai l'impression qu'Avengers sort dans 1 an et il y a zéro hype. On n'a même pas d'équipe d'Avengers, j'ai l'impression, pour vous dire. Donc on verra bien ce que ça va donner dans les prochains films, mais j'y crois pas une seule seconde. Je dis pas que ça n'a pas marché, hein, mais pour l'instant, ils n'ont pas du tout créé de hype. Ils espèrent commencer le tournage d'Alien Romulus 2 en théorie cette année. On verra comment ça va se faire, mais j'aimerais bien. Pourquoi pas une sortie pour fin d'année 26 ou même début 27. Moi j'aime bien Alien, j'aime bien tous les films, donc why not. Et apparemment il y avait beaucoup de problèmes sur le tournage de Captain America Brave New World. Il y a plein de gens qui ont dit qu'il y avait beaucoup de reshoot, comme j'ai dit dans ma critique. Et en même temps il y a plein de gens qui nient aussi qu'il n'y avait pas eu de reshoot, que c'était tout à fait normal. Mais je pense que la vérité est que les gens s'attendaient vraiment à ce que le film soit pas ouf. Et si vous avez vu ma critique, vous savez ce que j'en pense. Apparemment Netflix a utilisé de l'IA pour ressusciter Monsieur Miyagi dans Cobra Kai. J'ai pas vu Cobra Kai, mais apparemment c'est ça, c'est de l'IA. C'est dégueulasse. Encore une fois, comme d'hab, ressusciter des gens, ça me dégoûte. Laissez-les mourir pour du fan service, pour de l'argent, c'est répugnant, honnêtement. IA, pas IA, ça dégoûte. Et là, c'est encore pire avec de l'IA, quoi. Après, ça dépend si c'est un outil IA ou pas, mais je pense qu'on devrait arrêter et laisser les gens mourir ou les recaster, en fait, tout simplement. On a compris que c'est pour fan service. Et d'ailleurs, Netflix, ils ont dit quoi? Ils ont dit que si Oppenheimer était sorti sur la plateforme, ça aurait été le même impact culturel. Ha! Lol, ils sont cons chez Netflix, putain, ils défendent tellement leur système de merde du streaming qu'ils osent même pas sortir des films en salle parce qu'ils ont peur de la réalité. Ils veulent concurrencer les salles de cinéma, mais ils voient bien que ça marche pas. Les gens vont toujours en salle. Non, Oppenheimer n'aurait jamais eu le même impact culturel qu'au cinéma. S'il était sorti sur Netflix, on se serait battu les couilles. Peut-être pas battu les couilles, mais personne n'aurait regardé autant qu'au cinéma. En plus, avec l'impact Barbenheimer et tout, bordel, c'était un événement unique dans une vie, ce truc-là. Et une série Donjons et Dragons est officiellement prévue, live action, sur Netflix. On verra ce que ça va donner, mais ça peut être intéressant. On a besoin de Donjons et Dragons quand même. Ça sera peut-être pas dans le même univers en soi du film, mais une série est prévue. Quelques annonces concernant Max et la Warner, avec Monsieur Wolf qui a eu le droit à sa bande-annonce. Honnêtement, la suite me paraît ok. La bande-annonce m'a un peu ennuyé, je vais pas vous mentir, j'ai pas trouvé ça incroyable, mais pourquoi pas, ça pourrait potentiellement le faire. Il y a eu la première image officielle de Johnny Cage avec donc Karl Urban qui va l'interpréter, et aussi, pourquoi pas, je trouve pas qu'il ressemble à Johnny Cage, peut-être un Johnny Cage plus vieux. Je sais pas c'est quoi ce choix d'avoir pris un Johnny Cage plus vieux, mais ok, pourquoi pas, on reste ouvert d'esprit. J'ai hâte de voir la première bande-annonce, le film sort en octobre, mais j'ai des doutes quand même. Dune 3 normalement devrait commencer son tournage en juin. Vous savez, quand vous commencez un tournage en juin pour une sortie à décembre 2026, ça te laisse le temps de faire les effets spéciaux, de faire le film. D'ailleurs, ils cherchent de nouveaux réalisateurs pour les suites, donc ça confirme bel et bien qu'il n'y aura pas le même réal. Et c'est intéressant, voir qu'ils vont trouver pour faire les films d'après. Et je pense qu'ils vont commencer le tournage des films d'après assez rapidement. Pourquoi? Parce que c'est pas les mêmes acteurs, personnages et tout dans les suites de Dune. Donc il y a de fortes chances qu'ils commencent le tournage assez vite et qu'ils sortent un Dune 4 rapidement après le 3, je pense. Parce que le 3 sera un succès planétaire, soyons d'accord. Et pour ceux qui se demandent comment ça se fait que Dune a le droit à un tournage mais pas Batman, eh bien, de Batman devrait avoir son tournage en fin d'année, mais c'est pas sûr. Ils savent enfin les acteurs à quoi ressemble le scénario, mais le scénario n'est toujours pas fini. Peut-être en fin d'année, mais de toute façon, le film sortira pas avant du coup octobre 27. Waouh! Pour ceux qui regardent la série de Pitt sur Max, eh bien une saison 2 a été officialisée. J'ai regardé 2 épisodes, c'est pas mauvais, mais c'est juste pas pour moi. Donc pour ceux que ça intéresse, regardez. Mais ne faites pas la même erreur que moi à manger devant la série, parce que la série est crade. En termes de blessures, ça va assez lourd. Pour parler un petit peu jeux vidéo, il y a des choses qui m'ont intéressé du coup au State of Play de PlayStation qui a eu lieu la semaine dernière. On a fait une réaction en live. Alors premièrement, toujours comme d'habitude, pour les 10 ans de Bloodborne, bah rien. Lol. Encore une fois, je suis désolé, mais
mais Days Gone, je suis content pour les gens qui aiment Days Gone et qui ont le droit à un remaster, mais bon, vu les comparatifs, on dirait qu'il n'y a pas de grosse différence. Bloodborne, ça fait 10 ans qu'on demande un remaster, ça fait 10 ans qu'on demande un patch 60 FPS, c'est les 10 ans du jeu vidéo, et honnêtement, s'il n'y a rien pour les 10 ans du jeu vidéo, il n'y aura jamais. C'est une opportunité en or. Bloodborne, édition 10e anniversaire, bordel. 10 ans. Après, vu que j'ai pas de Bloodborne, au moins j'ai le droit à Lies of P, Overture. Lies of P, c'est mortel, j'en ai fait un live récemment, il y a toutes les VOD sur ma chaîne secondaire, et la bande-annonce du DLC a l'air incroyable, ça sort à l'été, ils ont l'air d'avoir changé beaucoup de choses, je vais y jouer en live aussi parce que ça a l'air vraiment bien. La bande-annonce de Directive 8020 m'a aussi pas mal intrigué, je pense que ça peut être pas mal et intéressant. C'est des jeux narratifs, mais l'ambiance spatiale SF, existentielle, Lovecraftienne a l'air cool. Midnight Walk, ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu qui s'inspire clairement de Henry Selick et de sa stop motion, et du coup, ils ont réellement peint les objets qu'ils ont mis dans le jeu après les avoir scannés, donc ça peut être vraiment bien. Darwin Paradox, on dirait un jeu indépendant sympa que je pourrais faire sur le Steam Deck, donc ça m'intéresse. Elisas, moi je suis un fan de Souls-like, donc ça m'intéresse aussi. Ça sort en septembre et je vais peut-être essayer. Tides of Annihilation, ça a l'air impressionnant, mais je suis désolé de le dire, ça a l'air aussi assez générique. Ça a l'air bien, hein, mais j'ai l'impression d'avoir vu ça déjà un milliard de fois auparavant. Et Saro, ça a l'air pas mal aussi, on n'a pas vu de gameplay, que du CGI, avec l'acteur Raoul Colli, qui est un acteur que j'aime bien, donc why not. Et la suprématie de Steam continue avec Gabe Newell qui a annoncé qu'il n'y aura pas de pub forcée sur Steam, donc tous les jeux qui vont forcer à regarder des pubs seront interdits de Steam, ce qui est une très bonne chose. Et c'est triste parce que le jour où Gabe Newell partira à la retraite ou autre, Steam doit rester privé. Parce que Steam, certes, c'est des gros capitalistes qui font tout pour la thune, ok, mais ils ont quand même beaucoup les consommateurs en tête. C'est un monopole qui est assez agréable, parce que les monopoles pro-consommateurs, ça fait du bien. Et en plus, ils sont aussi pro-entreprise, bien sûr, hein, et développeurs et tout, mais c'est vrai que là, Steam, ils ont rarement déçu quand même. Et si on parle de Steam et de Valve, eh bien, c'est la mort d'un homme qui a beaucoup influencé ma jeunesse en termes de jeux vidéo. Victor Antonov, le directeur artistique de Half-Life 2, est décédé, et c'était pour moi un jeu tellement influent qu'il repose en paix. Et merci pour tout le travail. Les sorties de la semaine, Zero Day avec De Niro, la série Netflix, j'en ferai une critique parce que ça m'intéresse, j'en parlerai c'est sûr. Reacher saison 3, je vais regarder, j'en parlerai à un moment, j'imagine, mais pas en critique. Mais ça m'intéresse, j'aime bien Reacher, c'est con mais j'aime bien. A Thousand Blows, alors ça m'intéresse de ouf, c'est une série qui sort sur Disney+, de boxe à l'époque victorienne, si j'ai pas de bêtises, ça peut être cool. Et au cinéma, c'est Mercato que j'irai pas voir, honnêtement, ça m'intéresse pas, je pense que c'est un film qui est fait pour les fans de foot, ça m'intéresse pas. Et The Monkey, je l'ai déjà vu, j'en ai fait une critique, allez voir ma critique pour ceux qui veulent tenter l'expérience du film. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le code épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça avec CyberGhost VPN pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de formats courts ou live. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.